Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode DRS d'Entourloupe dans l'Azimut. Et alors là, surprise, oh surprise, un épisode DRS encore un peu plus particulier, puisque là il ne s'agira pas d'actualité ni vidéoludique ni cinématographique, il ne s'agira pas de parler d'une découverte récente, il ne s'agira pas d'un classement, il s'agira de célébrer, alors c'est ce qu'on s'est dit hors antenne avec Stéphane, nos 1 an. Bonjour d'ailleurs. Voilà. Un quoi Ah ouais, bah oui, il est là, bah, c'est vrai qu'il est là. Bonjour à tous, bonjour Antoine, merde. Bah oui, non mais tu as raison, présente-toi Stéphane. Bonjour Stéphane, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, j'allais dire, présente le thème de l'épisode et je pense que beaucoup de gens vont se dire qu'en fait on n'a pas eu d'idée. Mais c'est cool en tout cas, bah déjà je suis content de voir que t'es en forme pour me niquer mon intro, c'est parfait, merci à toi chouchou. Mais pas de problème. Et donc ouais, comme tu le dis bien, on n'avait pas d'inspi, donc du coup on s'est dit pourquoi pas démarrer le micro sans savoir quoi faire. Non, pas du tout, c'est que ça fait 1 an qu'on a quasiment jour pour jour qu'on a enregistré, je dis bien enregistré et pas sorti, notre premier épisode. Souviens-toi Stéphane, c'était le bon temps sur Moonraker sur Moonraker il y a déjà 1 an. Et qu'en plus aujourd'hui, à l'heure et au jour où nous enregistrons, c'est le 14 février, la fête des amoureux, hein, Stéphane. Donc là, est-ce que finalement les planètes ne sont pas alignées pour qu'on discute un petit peu, quoi? Je sais pas si ça me réjouit ou si j'ai envie de fondre en larmes, mais écoute, oui, ça me fait très plaisir. Et tu dis que 1 an qu'on a enregistré. Alors j'ai un doute sur la date, mais en tout cas, ça fait facilement 1 an que Entourloupe dans l'Azimut et dans les rails, quoi. Dans les tuyaux. Ouais. Donc complètement. Donc voilà, c'est un peu le moment de refaire le match, quoi. Exactement. Et puis il nous semblait assez injuste de demander à chacun de nos invités en début d'épisode, dans des épisodes canoniques, avec ce fameux jingle, de se présenter et de parler un petit peu de ce qu'ils font et de qui ils sont, peut-être parfois un peu de leur goût, comme ce qu'on avait pu faire pour l'épisode avec Max sur Journey, de parler un peu de son passé de joueur. Et on s'est dit pourquoi pas se présenter, justement, parce que initialement Entourloupe dans l'Azimut, pour ne rien vous cacher, on s'est dit quand on a lancé il y a 1 an que la famille et les copains y prêteront une écoute peu attentive par politesse, et puis en fait on se rend compte, et on vous en remercie encore aujourd'hui, que des gens que l'on ne connaît pas, partout dans le monde même, écoutent Entourloupe et font partie désormais de cette grande famille, de cette commu de l'Entourloupe, et que ça pouvait être sympa de parler un petit peu de nous. Alors ça sera pas sous forme de monologue, rassurez-vous. On n'est pas là pour faire la géographie de notre vie et notre œuvre, hein, n'est-ce pas Stéphane, mais plutôt sous forme de petites questions. Oui, non mais des petits trucs sympathiques, quoi, comme tu as fait pour Max avec le questionnaire, le portrait chinois, c'est ça, je connaissais pas le terme. C'est ça, l'autoportrait chinois, ouais. Voilà, bon, et puis on aime bien parler de nous, on va pas se mentir, mais et puis surtout, comme vous avez pu le cerner depuis quelques épisodes maintenant, ça va être, vous allez voir, l'occasion surtout, au-delà évidemment de parler de nos personnes, de parler des choses qui nous passionnent en fait, et qui nous passionnent depuis qu'on est tout petit, parce qu'Entourloupe c'est avant tout ça. On a, vous le savez, notre fameuse ligne éditoriale, attention. C'est très clair, en tout cas c'était clair dès le début pour nous, que ça serait tendresse et bienveillance. On peut mettre quelques missiles par-ci par-là, mais il s'agit pas de se déchaîner sur des films qu'on n'aime pas pendant de longues minutes. S'il y a missiles, c'est des missiles qui sortent sous le coup de la colère et de l'émotion, parce qu'on est touché à vif dans quelque chose qu'on aime, quoi, qui nous tient à cœur, quoi. Complètement, mais de la passion, du positif, de la pérennité en toute chose, c'est notre credo, notre mission. Et écoute Stéphane, je pense que il va falloir bourrer, il va falloir y aller là, parce qu'on est dans un DRS et j'ai pris beaucoup trop de temps déjà pour présenter tout ça. Stéphane, je t'en prie, j'ai monopolisé la parole en ce début d'épisode, mon cher ami. Spread the shit quand tu veux. J'attends ta question. Antoine, une question un peu large pour commencer, quoi. Quel est ce film et ce jeu vidéo qui, s'il n'avait pas existé, eh bien le Antoine qu'on connaît ne serait pas le même aujourd'hui?
C'est- C'est une bonne question. Alors, en fait, j'ai un peu peur d'empiéter peut-être sur d'autres questions que tu vas poser par la suite, ou du moins de répondre peut-être toujours le même film. Notamment, je pense au film directement. Le premier film qui me vient en tête, je dirais Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone. Pourquoi ? C'est une réponse déjà de base très propre. Hein. On va pas... Et puis t'en as très très peu parlé, même peut-être jamais dans Entourloupe. Donc, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'est marrant. J'aurais pu citer n'importe quel James Bond parce que je pense que ça a été à la base de ma cinéphilie tout gamin, mais il y a eu un jour, enfin plutôt une soirée vers mes 10 ou 11 ans où c'était l'époque où le DVD était encore une folie, tu sais, quand on achetait un DVD, c'était un truc fou, c'était une nouveauté presque, hein. Souviens-toi de ce temps que les moins de 30 ans peut-être ne peuvent pas connaître, de l'arrivée du DVD qui était taré, pas, quoi. Mais à moins de 20, on va déjà se poser la question, quoi, en tout cas. Voilà, c'est ça. Tout ça pour dire que un DVD est arrivé un jour à la maison et à l'époque où c'était encore un événement d'acheter des DVD, et ce DVD c'était celui d'Il était une fois en Amérique. Moi j'avais jamais entendu parler du film, mais peut-être que j'avais 11 ans et j'étais déjà fasciné. Je crois que j'avais dû voir le premier Parrain, et donc je cherchais des films un peu comme ça dans cet univers gangster, mafia, etc. Et mon père l'a su. Mes parents adorent ce film d'ailleurs toujours. Et ont décidé de faire une petite projo familiale comme ça, voilà, parce que c'est un film pour la famille, hein, évidemment. Il était une fois en Amérique. Et ce film m'a traumatisé dans tous les sens du terme, enfin dans le positif et le négatif. Alors le négatif, parce qu'on va pas se le cacher, quand t'as 10-12 ans, de voir un film comme ça, il y a des séquences hardcore. Je pense notamment à une scène de viol vraiment vraiment dure dans une voiture, hein, pour ceux qui auraient la ref. Et traumatisé positivement parce que c'est un film où vraiment il y a eu un avant et un après dans ma cinéphilie. C'est à ce moment-là que je me suis dit ok, là j'ai vu un film différent de ce que j'avais pu voir avant, et pourtant j'adorais déjà Tarantino, des Spielberg, tout ça. Mais là, tu vois, comme si vraiment quelque chose s'était passé, et de constater peut-être que c'est ça, à ce moment-là, que je me suis dit ok, il y a un métier qui est le métier de cinéaste, de réalisateur, etc., et que ça a enclenché une autre manière d'être passionné par le cinéma, quoi, et de penser peut-être plus aux techniciens, aux réalisateurs, plus que le film avec un tel, ou j'adore ce film parce qu'il y a telle bagarre, ou quoi que ce soit, tu vois. Puis surtout de se voir un film aussi long, une vraie fresque, ouais, quoi, qui s'étale sur 35 ans, un truc dans le genre, quoi. Ça, complètement. Enfin oui, je vois ce que tu veux dire. C'est les films dont tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu n'en ressors pas, tu en ressors différent. Indemne. Et d'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, on l'a donc regardé en famille en DVD, et pour les gens, généralement, tu sais, quand il y a ce débat de la salle de cinéma ou le streaming, faut pas regarder des films sur son téléphone. Dieu sait qu'on peut être par moments nous-mêmes assez puristes, et évidemment qu'on incitera toujours, et que moi je préférerais toujours découvrir un film en salle, mais ce film, je l'ai vu sur une télé cathodique, je crois qu'il y avait même pas, enfin vraiment un son très basique, et j'ai passé les 3h40 du métrage allongé sur une dalle, vraiment du carrelage, quoi. Et j'ai passé une des séances de cinéma, du coup, les plus fascinantes et hallucinantes de ma vie. Donc, c'est bien la preuve que parfois, enfin, je serais beaucoup plus nuancé justement sur cette question du format et de comment regarder un film, parce que un film peut vous foudroyer de quelque manière que ce soit. Et je pense que c'est pareil pour le jeu vidéo, et donc du coup, à moins que tu voulais que je fasse jeu ou film. Non, tu vas nous parler de ton jeu vidéo, mais je trouve en tout cas que c'est un très très beau film dont on pourrait parler. Enfin, on peut pas en parler juste en 2 minutes, quoi. C'est un dossier, bien sûr, dossier gigantesque, bien évidemment. Moi, pour ma part, je l'ai découvert jeune adulte. Ok. Donc,
ça m'a marqué. J'aimerais bien beaucoup le revoir parce que je l'ai. Pour le coup, je me suis à la revue, je suis peut-être sur un ordi portable et c'était peut-être pas la meilleure des choses pour moi. Donc, je serais pas contre de me le refaire en salle un jour. Mais oui, non, mais de toute façon, Léon fait partie pour moi d'un des plus grands. Moi, je pense que son film ultime qui m'a vraiment le plus marqué à ce jour restera Le Bon, la Brute et le Truand. Ok. Plein de raisons, quoi. Mais bon, toute la filmo en vrai, hein, oui. Je crois pas avoir tout vu, mais bon, voilà, sa trilogie du dollar, ses westerns, évidemment. Il était une fois dans l'Ouest, exceptionnel. Mais Il était une fois en Amérique est assez particulier, tu sens, dans sa filmographie, et que c'était vraiment un projet de très longue date pour lui. Il y a eu 14 ans, je crois, d'écriture, des co-scénaristes et des versions de partout. Et puis une musique aussi. Je suis obligé d'en parler, parce qu'on parle, Dieu sait, c'est un petit running gag à chaque fois que tu dis dans les épisodes d'Entourloupe, ah, Antoine, tu n'as pas parlé de la musique, notamment pour les James Bond, etc. J'aime beaucoup la musique de film, et ça, il y a eu un avant et un après aussi pour moi en tant qu'auditeur, quoi, tu vois. La BO d'Il une fois en Amérique, c'est... Voilà. Je vais pas me lancer parce que c'est... Je sens que ça va être l'épisode 2. Bon, on va pas se lancer parce que... voilà. Mais voilà. Non, mais c'est obligé. Non, mais si tu veux, c'est au-delà même d'une bande originale, c'est certainement une des musiques, une des partitions et des thèmes qui rythment encore ma vie aujourd'hui, que j'écoute tout le temps et qui me touchent. Voilà, c'est parmi mes musiques préférées de la vie, quoi. Ok. Donc parle-nous de ce jeu vidéo qui est un fondement du mortier qui t'a fait, quoi. Oh là là. Eh ben écoute, alors je sais pas si je serais, parce que ta formulation c'était ça, c'était savoir si si ce jeu n'avait pas existé ou que tu n'y avais pas joué, que tu ne serais pas le même homme aujourd'hui. C'est un peu extrême, mais je pense que c'est pas démérité pour certaines œuvres. Écoute, moi le premier qui me vient, et en fait ça va être le premier souvenir que j'ai de jeux vidéo. Parce qu'il y a eu un avant et un après dans le sens où voilà, c'est le premier souvenir que j'ai. J'étais très petit, j'ai un souvenir peut-être autour des 4 ans, 3-4 ans, peut-être 5 grand max, et ce jeu c'est Double Dragon sur NES. Donc là déjà vous comprenez, ceux qui ont la ref comprennent peut-être certaines choses, hein. Pourquoi on aime tant la bagarre, pourquoi les films de Steven Seagal, pourquoi les films de John Woo, pourquoi la bagarre finalement et les grosses baffes. Parce que Double Dragon a 3 ans, quoi. Voilà, je salue les cousins qui laissaient donc leur vieille console, parce qu'à l'époque, donc en 95 du coup, ou 96, la NES était une vieille console. Voilà, on la troquait contre une Super NES, voire contre une PS1, je crois qu'elle est sortie peut-être en 95, mais donc du coup en 96, 17 en France. Donc voilà, c'était une relique en fait, la NES. Donc on la laissait chez la grand-mère, etc. Et c'est comme ça que, tout petit, j'allais chez cette grand-mère justement, ma grande-tante, et hop, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait la vieille NES des cousins, sauf que quand t'as 3 ou 4 ans et que tu vois Double Dragon et que tu contrôles des petits bonhommes. Double Dragon, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un beat 'em up, comme on disait à l'époque. C'est très simple, c'est un déroulé de gauche à droite, un peu comme un Super Mario si vous voulez, sauf qu'au lieu de sauter pour éviter des obstacles, vous mettez des grosses mythes dans la gueule de mecs, des gros bourre-pifs, des gros coups de pied, et qui a une musique exceptionnelle, et que toi tu vois ça à 3 ou 4 ans et t'es juste sidéré par ce qui t'arrive. Et voilà, tout a été à commencer là, je pense, avec donc cette saga, je dirais Double Dragon, et sa suite sur Super NES, Super Double Dragon, où j'étais un petit peu plus âgé quand j'y ai joué, mais c'était dans la continuité, et j'y jouais avec mon grand frère parce qu'il y avait le mode coop, et c'était exceptionnel, et j'ai une tendresse immense pour cette saga qui est un peu oubliée aujourd'hui, et j'aimerais beaucoup un jour l'aborder dans Entourloupe d'ailleurs. Parce que c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Saga avec ses fameux héritiers, les Streets of Rage et compagnie, quoi. C'est ça. On s'est régalé récemment sur le Street of Rage 4. Qui est formidable, que j'ai fait une après-midi avec notre ami Bastien, qu'on salue, qui est notre premier invité à jamais d'Entourloupe, ça m'a fait redécouvrir le plaisir du coop, du multijoueur en local, quoi, vraiment à l'ancienne, quoi. C'est un truc qui se perd beaucoup. Malheureusement, le jeu en ligne prend largement le dessus.
Et c'est vraiment des moments, c'est des moments Nutella, quoi. Non, mais complètement, c'est des moments uniques. Et puis, certainement, vu que nous sommes très nostalgiques, comme vous le savez, il y a ça, il y a ce côté suranné aussi et nostalgique qui revient. Mais j'y rejoue régulièrement à Double Dragon 1, qui est disponible sur la Switch online, tu sais, sur la NES. Le programme de fidélité des gros Yankees de Nintendo qui te permet de jouer à des vieux jeux de NES. Le premier Double Dragon est dessus. Malheureusement, pas encore Super Double Dragon, mais et pareil, quel OST, quel... Il y a eu un film Double Dragon. Oui, mais je crois qu'on va pas en parler. Hein. J'en ai un très très vague souvenir. Mais... Je ne l'ai jamais vu en plus, je crois, mais voilà, le peu que j'ai vu, c'est terrifiant. Donc voilà, pour mon jeu, je dirais. Ok, écoute, c'est peut-être une fois en Amérique et Double Dragon, grand écart, mais c'est ça qui est, c'est ça qui est magnifique, quoi. À moi, c'est mon tour. Oui. Stéphane, là pareil, comme pour toi, je mélange jeux vidéo et cinéma, et je voudrais te demander quel créateur de jeux ou réalisatrice aimerais-tu rencontrer ? Et je parle bien sûr de réalisateurs qui pourraient être disparus aussi. Est-ce que si tu avais un pouvoir magique et que ce pouvoir magique pouvait ressusciter des gens, pouvait affranchir la barrière des langues aussi, quel créateur de jeu ou réalisateur, voilà, un artiste, voilà, aimerais-tu rencontrer ? On peut même mettre la musique, mais ce que tu veux, ou un auteur, tu choisis. La vache, c'est compliqué. Comment dire ? Je pense que des auteurs, quels qu'ils soient confondus, je serais dont l'œuvre me suffit, en fait. Je chercherais pas vraiment à savoir qui c'est, tout ça. Ce serait plutôt genre si je savais humainement que ça avait l'air d'être des gens intéressants ou sympathiques, extraordinaires, quoi. Parce que tu m'as dit faire revenir des disparus. Je pense à Kubrick tout de suite, parce que même si j'ai pas vraiment envie de le rencontrer, mais pour moi 2001 est un des films les plus importants de l'histoire, quoi. La dernière fois que je l'ai vu, ça remonte maintenant, c'était en salle. Je me suis dit que absolument aucun autre film ne me fait cet effet-là. Donc c'est même pas une question de savoir si c'est bien ou pas, c'est juste que ce film ne me fait un effet que ne fait aucun autre film. Mais après, voilà, est-ce que j'aurais envie de rencontrer Kubrick ? Je ne sais pas. T'as parlé de Sergio Leone, je pense que ce serait génial de s'entretenir avec lui, parce que déjà, en plus, italien bon vivant, je pense qu'on se marre bien. Francophone, et je pense que c'est très... Puis c'était je crois, je connais pas assez le personnage, mais quelqu'un d'assez direct et visuel, comme l'est son cinéma, quoi. C'est-à-dire que... Sergio Leone veut vous raconter plein de choses avec juste un plan sur des yeux, quoi. Et je pense que je pense que dans la vie de tous les jours, ce serait justement quelqu'un qui ne s'emmerderait pas à partir par mille chemins. Donc un quart d'heure avec Sergio Leone, ça me ferait bien marrer. Côté jeux vidéo, tu as dit créateur de jeux vidéo. Là franchement, c'est les œuvres, encore une fois, qui me suffisent plus, tu vois. Non, mais ça c'était un peu compliqué, donc et ça pouvait être auteur ou musicien aussi, hein, tu couperas ce qui est intéressant ou pas. Moi, il y a un auteur, je dis pas que tout ce qu'il fait de jeu, parce que dans le jeu vidéo c'est très rare de parler en termes d'auteur, on parle plutôt en termes de studio. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça. Mais justement, j'ai parlé de 2001 un peu plus tôt, et en fait il se trouve que la dernière fois que j'ai vu 2001, c'était en salle pour une espèce de soirée de lancement de Metal Gear Solid 5 de Ground Zeroes. Enfin, l'espèce de petit. Voilà. Je savais que ça allait arriver par là. Et donc en présence du créateur de la série, Hideo Kojima, et qui avait carte blanche et qui avait choisi justement 2001. Et Kojima, c'est un auteur, ceux qui voient un peu le personnage un peu farfelu, avec des idées un peu folle, un peu trop, des fois tiré par le cheveu, mais il n'empêche que ce type, j'ai pas envie de crier au génie dès qu'il fait un truc, mais je trouve quand même que Death Stranding, avec le recul, pour moi, est un jeu extrêmement intéressant qui a amené plein de trucs hyper chouettes. C'est un jeu qui me reste en tête. Et quand je le vois par les réseaux et tout, Kojima, il y a un type qui me fait marrer, qui est vraiment le gros nerd absolu, quoi. C'est-à-dire qu'il regarde et il lit absolument tout, il bouffe tout. Ce qu'il y a, film, série, livre, il a ouvert son podcast récemment.
Je pense que voilà, c'est un gars profondément cuit, mais je pense que ça doit être assez intéressant de le rencontrer, parce qu'il doit avoir des idées complètement perchées, à la fois pertinentes. Voilà, forcément, tu me dis une personnalité dans le jeu vidéo, c'est le premier qui m'est venu comme ça, quoi. Donc ouais, Kojima, et je dirais une petite anecdote, enfin, un petit détail simple, c'est que dans cette séance de 2001 Odyssée de l'espace, il était donc là, et forcément c'était un événement un peu débile avec des cosplayers, etc. Et lui, il avait des places pour lui devant. Et en fait, à un moment, les gens qui dirigeaient un peu l'événement lui ont dit tenez, asseyez-vous là. Et lui, il a fait un petit geste non, j'ai pas envie. Et en fait, il s'est assis juste de 1 ou 2 rangs devant nous. Parce que pour lui, tu sens que c'est la place optimale dans la salle pour regarder le mieux ça. Il expliquait que 2001, il a acheté absolument toutes les versions possibles et imaginables dès qu'il y avait une sortie DVD, Blu-ray, des vieilles VHS, les laserdiscs, etc., etc. Et qu'à chaque fois, en fait, il commence à le regarder, il arrête parce qu'il dit qu'en fait, non, il veut le voir en salle à chaque fois. Et dès qu'il repasse dans son cinéma préféré au Japon, il retourne aller le voir, quoi. Enfin bref, ce type a... Belle idole, belle idole. Il a une démarche que je trouve toujours touchante, en fait, envers les choses qu'il aime, quoi. Et même, il met bêtement les choses qu'il aime dans ses jeux. Enfin, on peut pas lui reprocher, en effet, de ne pas être authentique et voilà, d'être surfait. Non, pas du tout. Je pense que il a l'air, en tout cas, très spontané et de faire vraiment les jeux qu'il a envie de faire. Très bien. Donc, Sergio Leone pour le cinéma, dis donc, encore Sergio Leone, hein, finalement, et Hideo Kojima. Et tu as parlé de musique, mais alors là, je pense que je vais pas m'étaler parce que il y aurait des gens à rencontrer absolument formidables. Je pense à Lemmy Kilmister, le leader de Motorhead qui nous a quittés il y a quelques années, qui avait l'air d'être une personnalité extraordinaire à rencontrer, au-delà du tonton rock'n'roll que tout le monde rêvait d'avoir, enfin du papy presque. Ça avait l'air d'être quelqu'un de foncièrement adorable et absolument tout le monde du hard rock, du métal, etc. disait que ce type était absolument une des meilleures personnes sur Terre, quoi. Eh bien, merci. Antoine, tu es un réalisateur reconnu. Ton prochain film a un budget assez conséquent. Tu peux être également, si tu le souhaites, un concepteur de jeux vidéo, etc., quoi. Qu'est-ce que tu adaptes dans ton œuvre? Ou alors, si tu n'as pas une adaptation en tête, sur quelle histoire connue ou quelle réécriture de quel mythe tu fais, dans quoi tu te lances, quoi? Ah bah ça alors ça Stéphane, mais je ne vois pas du tout où tu vas avec cette question. Alors non, je pensais même pas à ça. Vraiment. Non. Bah tu savais très bien que j'allais répondre ça, tu sais très bien. Alors, mais c'est pas grave. En vrai, je me suis dit non, on touche pas à... Non, il va faire l'effort de dire autre chose, mais non, mais c'est impossible que je réponde autre chose. Bon bah c'est parti pour un épisode bis. C'est parti, vous avez une demi-heure. Mais non, mais je vais aller très vite du coup, parce que ma passion pour le cinéma, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un changement avec Il était une fois en Amérique. Mais je pense que tout a commencé, en plus des Walt Disney, des dessins animés, tout ça qu'on voit qu'on peut voir quand on est enfant. Tout a commencé avec James Bond, en fait. Et James Bond, je me souviens, encore une fois, petite anecdote d'étudiant de primaire, où on te demande souvent qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu seras plus grand, tout ça. Moi, avant même de parler de cinéma, si tu veux, il y avait... la réponse, c'était, moi, je veux faire des James Bond, en fait. Et l'idée, c'était pas d'être James Bond du tout, mais d'en faire. Ça me fascinait, en fait. Donc, et ça a pas bougé. Aujourd'hui, le rêve, le Graal ultime professionnel, ça serait de me donner, non pas carte blanche, que c'est impossible avec James Bond. On le sait, on en a déjà parlé dans Tourloupe. Mais je donnerais chaque seconde de mon mandat de réalisateur et d'auteur à ça, et ça serait un challenge magnifique, terrifiant évidemment, énormément de pression, etc. Mais je donnerais tout ce que j'ai, quoi. Vraiment le moindre milligramme de passion partirait dedans. Voilà, je pense que ça serait. Je chercherais bien une autre réponse, mais voilà, c'est vraiment. Bah écoute, en plus en vrai,
Bien évidemment que tu allais répondre ça, mais je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, voilà quoi. Il y a plein d'autres choses, plein de personnalités, notamment. Tu disais de mythes, je sais pas. Pour De le mythes ou mais... d'histoires connues, d'histoires archétypales connues, tu vois, je sais pas quoi. Mais après, bon, James Bond, c'est une très bonne réponse. Et bon, je vais pas te lancer sur quelle voiture tu choisis, quel lieu, quel acteur, quel type d'intrigue. Non, on va pas se porter la Shkumun. S'il y a 0,0001%, 0,07%, allez, de chance que je puisse un jour, de près ou de loin, travailler sur cette franchise, cette saga. Ne nous mettons pas la Shkumun, mais en plus, mais c'est sûr qu'un jour, ça serait marrant de se faire un épisode entre nous, de discuter du James Bond rêvé, mais il y aurait plein de trucs à dire, quoi. Ça, on a, enfin bon, les gens qui nous connaissent, on a déjà parlé. On a déjà donné quelques détails. On a des idées, des détails, tout ça. Est-ce que les gens, dites-nous en commentaire si vous serez intéressant d'entendre notre fan. Barbara Broccoli si vous êtes par là, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez voilà. quelques versions de scénarios, on est là. Mais est-ce que ça virerait pas un peu à la fanfiction débile pour non. Mais c'est pas. On a bien pensé le truc avec amour quand même. Mais ouais, mais c'est pas déshonorant. Hein. Il y a des fanfictions. Regarde comment Mère Green nous en a parlé la dernière fois sur Batman. Il y a des belles choses. James Bond, c'est des nouveaux romans aussi qui ne sont pas adaptés. Il y a des auteurs qui se sont attaqués à James Bond. Il y a des jeux vidéo. Il peut y avoir plein de moyens de raconter une histoire de James Bond. Et moi, ça serait absolument pas déshonorant un jour de faire un jeu vidéo James Bond. Ça, ce serait. Oui, c'est vrai. À voir ce que IO Interactive va nous faire dans les prochaines années. Mais enfin voilà, désolé, je m'étends encore une fois, mais voilà, la réponse pouvait sembler évidente pour certains proches, etc. James Bond sans hésiter. C'est mon rêve d'enfant. C'est entendu. À moi. Alors, Stéphane, journée difficile, la sinistrose guette. Quel jeu ou film démarres-tu ? J'en avais parlé dans notre DRS sur les films qui bourrent. Mais, que j'adore me lancer. C'était un rendez-vous de temps en temps, mais bon, du coup, je vais pas dire celui-là. Non, mais pour cela, écoutez notre épisode des films qui bourrent avec notamment C'était un rendez-vous, court-métrage fou et irresponsable de Claude Lelouch, qui est absolument génial. D'un plan séquence embarqué à travers les rues de Paris, qui est au-delà du plaisir primaire que ça procure. C'est vraiment, je trouve, un beau film et un beau document, surtout, quoi. Et puis la version restaurée disponible sur Vimeo est vraiment très belle. Non, qu'est-ce que... quand ça va pas, sinistreuse, il y a... attends, même ça c'est compliqué. Est-ce que déjà, alors question pour peut-être qui va t'aider à répondre, est-ce que tu es du genre à combattre le mal par le mal, à savoir quand tu es énervé à mettre un gros truc qui débourre et de la grosse action ou des trucs ultra violents, ou est-ce que tu serais plutôt du genre à combattre ça par des bons sentiments, mais dans le bon sens du terme, des belles choses, de la gaieté, du bonheur, de la beauté finalement? Alors je pense que ça dépend de la journée que tu as vécue. Parce que si tu as une journée où la ville, si tu vis dans une grosse ville qui t'a agressé, etc., je pense que tu as envie un peu de te poser, de t'évader, d'être loin. Moi, c'est souvent un sentiment que je recherche. Et des fois, certains films ou certains jeux te balancent trop d'infos d'un coup et c'est juste plus fatigant qu'autre chose. Ouais, alors je pense que tu vois justement, alors j'aime beaucoup, il y a plein de jeux bourrins qui sont absolument jubilatoires, les Doom Eternal, j'espérais que tu répondes ça. Et compagnie, c'est absolument un vrai plaisir, mais ça demande absolument toutes les capacités cérébrales. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est vraiment un bon gros jeu qui t'évade complet. Donc là, je pense tout de suite à The Witcher 3, qui est rien que se balader dans ces paysages avec la musique est déjà une formidable évasion. Il y a, je pense aussi récemment, une bonne expérience coop. On y a rejoint un peu avec les copains. Je salue encore Bastien et Ben s'ils nous entendent. De Sea of Thieves, qui est vraiment le bon compromis entre de la contemplation,
parce que le jeu est vraiment très beau, un style très beau, la mer est magnifique, les couchers de soleil, les couchers et levées de soleil sont vraiment... Tu pourrais décrire Sea of Thieves rapidement pour des gens qui ne seraient pas joueurs? Bien sûr. Sea of Thieves, c'est un jeu où vous dirigez un pirate. Et disons, il n'y a pas d'histoire préétablie. Vous êtes lâché sur une immense map qui est une immense mer avec plein de petites îles, ou des grandes îles également. Et en gros, vous pouvez, avec vos copains, être un équipage sur un navire. Vous êtes jusqu'à 4 maximum. Et vous arpentez les mers en faisant des petites quêtes par-ci par-là pour aller chercher un petit trésor avec une carte au trésor, des indications, etc. Et c'est un jeu qui est très chouette parce qu'il réunit des principes vraiment très simples que j'adore, à savoir que il faut tout faire soi-même. C'est-à-dire que tu n'as pas une carte que tu ouvres avec un bouton, il faut aller regarder la carte, il faut aller s'orienter avec avec les énigmes, avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Notamment dans la navigation aussi, il est absolument génial parce qu'il faut manœuvrer le bateau, donc il faut mettre plus de voile pour avancer, il faut orienter la voile pour rattraper le vent, il faut penser les manœuvres en amont. Un bateau ne tourne pas comme une voiture, il faut bien anticiper, etc. Il faut éventuellement réduire la voilure pour pouvoir mieux manœuvrer, etc. Parce que bien sûr, on peut tomber sur des navires fantômes, etc. Donc voilà, donc il peut y avoir des moments assez stressants d'un coup. Et on peut également tomber sur d'autres joueurs. Pour ma part, je trouve que toujours c'est assez rare, mais c'est toujours un moment de tension ultime parce que ça peut être tout simplement des gens bienveillants en face qui disent non, c'est bon, on vit notre aventure. Soit des fois, il y a des petits moments de tension, des petits moments de guerre froide comme ça où on se dit mince, est-ce qu'on va se foutre sur la gueule ou pas, quoi. Donc il y a eu quelques moments comme ça de bravoure qui ont été vécus. Mais voilà, mais à la fois surtout on se marre, on vit une petite aventure à 2, 3 ou 4 et c'est vraiment marrant, quoi. Donc ça, c'est vraiment un jeu, je trouve, qui détend bien. Pour un film plutôt qui combat la sinistrose, là je pense que plutôt là j'ai envie de bourrin. Là il faut un film qui te stimule tout, donc enfin, on va pas encore parler de James Bond, les gens vont me prendre pour des zinzins, quoi, mais voilà. Avatar? Bah franchement oui, j'y ai pensé parce que parce que j'y pense dans le sens où l'état dans lequel on était quand on est ressorti de la salle pour Avatar 1 et ce que tu m'avais dit sur l'évasion. Complètement, quoi. Bah écoute, ouais, je vais dire Avatar parce que je l'ai revu 2 fois récemment, une fois dans des conditions optimales dans sa version restaurée en salle et une fois dans des versions pas optimales, à savoir à Noël avec mes parents sur une petite télé, et l'effet pour moi toujours autant le même. Avatar, c'est un film, le premier du nom bien sûr, que j'ai aimé de plus en plus avec le temps. C'est-à-dire que quand je l'ai vu à sa sortie, c'était une grosse claque, mais voilà, j'y ai pas plus réfléchi. Et c'est après, en vieillissant un peu, où je me rendais compte à quel point en fait ce film, je l'aime beaucoup, mais vraiment, vraiment d'amour. C'est-à-dire que et là, ça va faire rire beaucoup de potes avec lesquels on a eu des débats houleux, quoi. Antonin, si tu nous entends, on va te faire cuire le cul. Ouais, tu vois, Avatar, c'est très dur de parler rapidement d'Avatar, mais moi, c'est le film ultime. Moi, je suis toujours partisan de l'adage, on s'en fout de l'histoire, c'est comment elle est racontée qui compte, quoi. Tu n'as pas besoin d'être original tant que c'est fait, bien fait, et avec le cœur. Pour tout, c'est valable pour toutes les œuvres. Et Avatar, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que ouais, bien sûr, son histoire est extrêmement archétypale et convenue presque. C'est Pocahontas dans l'espace, et les Schtroumpfs, c'est tout ce que vous voulez. C'est bon, on a compris. Moi, il y a plein, en fait, j'adore le regarder. Il y a plein de petits moments dans la DA, dans un petit instant, etc., qui vont me faire presque chialer, quoi. Tu vois, c'est quand c'est la petite claque que fout Neytiri à Jake quand elle lui apprend à parler leur langue. C'est la première fois où Jake prend son corps d'avatar et il court. Cette scène me fout les larmes à chaque fois, quoi. Et c'est ça pendant tout le film, quoi. Vraiment, le premier Avatar, pour le coup, est vraiment un film que j'aime de plus en plus, presque, en fait. C'est un film entier pour moi, quoi. Il reste génial, quoi. Ok, Antoine, c'est ma dernière question déjà. On va voir s'il y en a d'autres qui me viennent. Antoine, tu es Rocky dans Rocky 4.
Oh, putain. Ça part bien déjà. C'est le moment où ça va pas fort. Faut peut-être aller se friter contre un moment, aller en Russie, se friter contre Drago, qui a quand même tué ton meilleur pote. Adrienne, ça lui plaît pas trop, elle comprend, mais elle est pas sûre que si tu y vas. Enfin bref, voilà, c'est un moment dur. Tu vas dans ta longbow. Et c'est la séquence fabuleuse de ce film avec No Easy Way Out en morceaux, quoi. Ce passage qui dure facilement 4 ou 5 minutes, quoi. Où Rocky est mélancolique, il repense à sa vie, à tous ses grands moments, etc. Bref, tu es Rocky 4 dans sa lambeau. C'est quoi le morceau qui passe ? J'espérais cette question. Écoute, je vais répondre instinctivement. Parce que le premier là qui m'est venu est celui dont j'ai besoin justement pour... Là je serre le poing à la caméra, tu vois, mais... pour se donner du punch, de la force. Et ben je vais... Et ça fait un lien avec un épisode qu'on a enregistré avec notre ami Alexis, que je salue. Puisque le morceau qui passe, c'est Numb / alors je crois que c'est Numb-Encore de Linkin Park et Jay-Z. Voilà, la version donc qui ouvre, le morceau qui ouvre Miami Vice. Voilà, ça bourre XXL. Voilà, tout simplement parce que j'ai envie de bourrer comme Sonny Crockett bourre dans sa Ferrari à ce moment-là, quoi. Et voilà, quoi. Et que quand il faut que ça bourre, je trouve ce morceau magnifique, quoi. Donc petite dédicace à tous nos go muscu, hein, qu'ils soient hommes ou femmes. Si vous avez besoin d'un morceau pour vous déterre à la salle ou pour aller courir, pour le jogging, Numb de Linkin Park et Jay-Z, magnifique. Je peux leur conseiller simplement aussi l'original de Numb de Linkin Park. Désolé, c'est mon... mais ouais, bien sûr. Mais alors j'aime énormément l'original aussi. Mais je trouve que le côté rap qu'apporte Jay-Z apporte à la chanson. Ce côté bombage de torse et énervé, quoi. Surtout le début, là, vraiment le tout début, comme ce qu'on entend avant que le morceau presque démarre, où c'est Jay-Z d'ailleurs qui rappe. Je trouve ça génial. Ok, c'est une excellente réponse. J'avais peur que tu dises Biolay en parlant avec cette question, mais c'est une très belle réponse. Et je sais très bien que tu penses très fort à Biolay dans ta tête, mais voilà, j'étais content qu'il y ait... Ouais, mais en vrai, alors c'est pas, je me mets pas trop dans l'optique de cette séquence, qui est une séquence assez mélancolique de mémoire. Enfin, il bourre dans sa lambeau, mais elle est, voilà, il est triste, quoi, il va pas fort. Donc en effet, j'aurais pu citer du Biolay, qui est quand même l'artiste français ultime de la Bérésina, hein, de quand ça va pas bien, quoi. même si c'est plus complexe et complet que ça. Mais à un moment donné, il faut bourrer, quoi, tu vois. Et je pense qu'il se donne aussi de la force, clairement. Voilà. En tout cas, c'est le premier morceau qui m'est venu. Très bien, bah bravo. Alors, je parcours mes questions. Stéphane, y a-t-il un pilote dans l'avion? Stéphane, quelle est la découverte d'un jeu ou film que tu aimerais revivre? Ah putain, j'ai déjà dit Witcher 3, donc je vais pas en parler. Alors, est-ce que je dois la revivre à mon âge actuel, là? Oui. D'accord. Dans le sens où, moi, j'avais plutôt dans l'esprit, en gros, si tu pouvais effacer ta mémoire, effacer de ta mémoire un film ou un jeu pour avoir à le découvrir aujourd'hui, ouais. Tu sais qu'on dit souvent ça, oh là là, j'aimerais bien être à ta place, toi qui n'as pas joué, toi qui n'as pas vu tel film, lu tel livre. Je vais te braquer, je peux parler de séries? Oui, bien sûr. Parce que franchement, j'ai plein de titres qui me sont venus en tête. Mais il y a un truc que je me dis, aujourd'hui on a un peu plus de mal à revoir des séries, j'aimerais bien que tu me grilles les neurones concernant les grandes séries HBO, donc j'arrête pas de t'embêter avec. Grille-moi je veux oublier Les Sopranos et tout revoir. Je veux oublier Rome et tout revoir. The Wire également. Tout simplement parce que c'est vraiment des fresques extraordinaires dont on ne ressort pas indemne. Et à vrai dire, c'est con parce que je sais que je les reverrai un jour et je sais que ce sera
tout aussi bien, si ce n'est mieux, parce que quand tu sais certaines choses, il y a une relecture incroyable. Mais je pense que ouais. Je pense que j'aimerais bien revivre des grandes épopées en série comme ça, comme on a envie, à mon goût, de plus en plus rarement maintenant. Vraiment avec Ok. des acteurs extraordinaires, voilà, on est proche de la littérature, quoi. Très bien. Et un jeu vidéo peut-être? Je veux profondément revivre la saga Mass Effect. Ah Que d'accord. Ok. j'ai eu le plaisir de refaire il y a une petite année maintenant avec leur version remasterisée de la trilogie qui est sortie. Revivre ça sans rien connaître, en étant dubitatif, impliqué dans chaque choix qu'on fait, dans toute l'aventure que tu vis avec ton équipage à travers les 3 jeux, et je précise bien les 3 jeux parce que vraiment c'est une expérience à faire sur les 3 jeux avec la même sauvegarde. C'est une expérience vraiment unique, comme j'ai rarement vécu dans le jeu vidéo. Non, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Tu sais, c'est marrant, je m'attendais pas à cette réponse de ta part, mais c'est super. Et il faut que je les fasse, les Mass Effect, je n'y ai jamais joué. Voilà, ou bien complètement oublier Skyrim et le recommencer et reperdre 400 heures de ta vie, quoi. Bon, ce qui est, voilà, sachant que le 6 ne sortira ouais. Il sortira pas tout de suite, oui, a priori. Ouais, j'ai même beaucoup d'inquiétudes à ce sujet, quoi. Ok, Dac. Écoute, aurais-tu d'autres questions ou Écoute, Antoine, moi j'ai envie de te retourner la question. Qu'est-ce que tu aurais aimé oublier comme film ou jeu pour le redécouvrir aujourd'hui? Écoute, oh là là. Putain, en film, c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, moi je trouve que là on parle beaucoup de souvenirs, de l'enfance, etc. En fait, on a plein de films importants parce qu'on les a vus à cette étape de notre vie. On a le film de l'enfance, on a le film de l'adolescence. Là, on commence à explorer des terrains un peu plus sombres. On a le film quand on devient jeune adulte, où là, on accède à un autre stade de cinéphilie ou autre chose, etc. Et petit à petit, on avance, quoi. Non, mais c'est plutôt, du coup, dans le sens... Bah déjà, je vais te copier. Si moi, il y avait une série que j'aimerais oublier pour redécouvrir, je pense que ce serait Mad Men, qui a été... Je l'ai découvert une première fois, ça m'a pas trop plu. Et je pense que Mad Men, il faut plonger à fond dedans. C'est une série qui est assez exigeante, qui est pas facile. Et donc, si on s'y plonge pas dans les bonnes conditions, on peut très vite être dégoûté. Mais alors, la deuxième fois où j'ai retenté le voyage, ça a été un voyage incroyable. Série magnifique. J'ai tellement envie de la revoir. Donc, ça serait ça. Mais en film, donc plutôt en termes de revivre l'émotion que j'ai eue, et donc l'émotion d'une séance, Mad Max Fury Road. La séance de Mad Max Fury Road que j'ai vécue, c'était au Max Linder en 2015, si ma mémoire est bonne. 2015, je crois, c'était Mad Max. Je ne connaissais pas Mad Max, je l'avoue tout à fait. Je connaissais évidemment de réputation, mais je n'avais jamais vu un Mad Max avant Mad Max Fury Road. Et je vais au cinéma en ayant vu donc vite fait des bandes annonces et tout ça, mais j'étais même pas spécialement au taquet pour le film, puisque voilà, je connaissais très peu la saga. George Miller, je connaissais pas beaucoup, et vraiment, ça a été une séance. Je suis ressorti groggy, quoi, en me demandant même si j'avais aimé ou pas. Je savais juste que je venais de vivre une séance complètement unique et qui m'a marqué au fer rouge. Et une demi-heure après avoir débriefé sur le film avec un ami qui lui adore Mad Max, je me suis dit ok, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner en salle. J'ai presque hésité à y aller tout de suite après pour aller le revoir direct après. Et voilà, ça c'était un sentiment vraiment, notamment pour ceux qui auraient vu le film. Il y a une séquence très mélancolique avec Furiosa dans le désert et une très belle musique classique, etc. Cette scène, j'ai eu la chair de poule, des frissons. Ça m'a vraiment des émotions comme rarement vécues au cinéma, et de me dire mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver, quoi. Vraiment, j'étais et je parle même pas des scènes, des séquences d'action, vraiment le son en plus du Max Linder qui est incroyable, cet aspect auditorium de cette salle si unique qui fait que quand ça pète avec la basse et tout qu'il y avait, mais c'était hallucinant, quoi, vraiment, mais pris une déflagration en pleine tête. Donc ça, c'est clair, ça me
j'aimerais vraiment revivre ça, même si je le revis un petit peu à chaque fois que je revois Mad Max Fury Road. La première, c'était hallucinant. Je te rejoins, ça pourrait être une réponse que j'aurais pu dire à ça, quoi. La séance que j'ai vécue de Fury Road était pareil, j'étais avec un pote et je crois qu'au bout de 2 minutes, je lui ai murmuré, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi Non, mais c'est quoi, ça. Souviens-toi, Avatar aussi, quand on l'a revu, où au bout d'à peu près 4 secondes de film, on s'est regardé avec Stéphane alors que le film venait de commencer et on s'est dit ah oui, d'accord, ok, c'est vrai. Ah ouais, on avait oublié à quel point. Je t'avais dit, en fait, c'est ça un film en 3D aussi. C'est ça. Oui, parce qu'on l'a vu donc avec le remaster, etc. Et que c'était. Oh, c'est ça, exactement. Ah oui, donc en fait, c'est ça, en fait. Ouais, non, mais je te rejoins. Fury Road, ce serait extraordinaire à revivre, quoi. Et pour le jeu vidéo, et je suis étonné que t'aies pas dit ça, mais étonné positivement. Moi, s'il y a un jeu que j'aimerais oublier, et en fait revivre le moment de la découverte, c'est le premier Dark Souls. Je le refais en ce moment, Dark Souls Remaster, donc sur Switch. Et même si je passe, j'aime beaucoup le jeu et je suis très content de le refaire, vraiment, le sentiment de découverte du premier, c'était chez un ami, très tard, dans la nuit. Et il me parle de ce jeu dont j'avais lu un article, rapidement, jeu japonais, je fais ok, ouais. Il dit, ah, mais c'est tellement dur, les gens en parlent en ce moment, c'est vraiment le jeu hardcore, voilà, il en parle comme on en parlait à l'époque, donc en mettant en avant sa difficulté, etc. Il me donne la manette, il était 23h à peu près, 23h minuit, et je n'ai pas décollé du PC jusqu'à 8h ou 9h du matin. Évidemment, aujourd'hui, si je vous dis, pour ceux qui connaissent le jeu, en 9 heures, je suis arrivé au démon taureau, quoi, à savoir là où des speedrunners vont en à peu près 25 secondes, quoi. Mais j'ai passé 8 heures hypnotisé à me dire, et vraiment, je me souviens à la fin, quand je suis allé me coucher à 9 heures du matin, j'ai posé la manette, je lui ai dit, il faut pas que j'achète ce jeu, ma vie est foutue. Si j'achète ça, c'est fini. Et à cette époque, j'étais étudiant et assez étudiant hardcore, genre prépa et tout ça, je crois. Donc, clairement, une époque et un cursus où il faut pas jouer aux jeux vidéo. Et c'est ce que j'ai fait, et je l'ai fait plus tard. Mais alors, cette première fois, cette découverte de Dark Souls, et de tout ce qui allait découler de ça, en fait, après, cette saga qui marque complètement l'histoire du jeu vidéo encore aujourd'hui. On a parlé d'Elden Ring, on en a parlé je crois dans Entourloupe, non, d'Elden Ring. On l'a mentionné, ouais, mais on l'a mentionné, il faudra qu'on y revienne un jour, mais non, mais les jeux, c'était hallucinant. Les Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, tous les jeux From Software, c'est un gros dossier dont on parle et qu'on aimerait bien aborder un jour, mais c'est compliqué de trouver un angle avec notre angle dessus. Qui plaisent qui intéresse tout le monde. Mais alors, ouais, je te réponds que tu sois étonné que j'ai pas dit ça, mais je pense que j'ai pas dit instinctivement ça, parce que je pense aussi, à la fois, oui, le sentiment de découverte est extraordinaire dans ces jeux-là, et à la fois, je sais que moi, mes expériences des jeux From Software que j'ai refait étaient encore plus folles la deuxième fois. Et je sais que j'ai peut-être pas envie de revivre certains traumatismes que tu vis la première fois également, tu vois. C'est vrai. Non, mais bien sûr, j'exagère un peu, mais c'est vrai que redécouvrir Bloodborne, ce serait magique. Alors moi, Bloodborne, j'aimerais bien le découvrir dans une version stable, s'il vous plaît, à 60 FPS, s'il vous plaît, ça serait très gentil. Ça, c'est pour le petit tacle. From Software, si vous nous entendez, bon, tu parles. Ça. Alors là, moi, je suis le premier acquéreur. S'ils sortent une version remaster de Bloodborne, c'est direct. Moi, Bloodborne est le premier que j'ai fait de tout. Oui, voilà, j'allais te poser la question. C'est ton premier. From Software, premier que j'ai abandonné à une reprise que j'ai repris plus tard grâce à la vidéo de l'Amiral 236 qui m'a vraiment redonné envie qu'on salue. Et puis là, le virus s'est emparé de moi, quoi. Et là, j'ai fait tous les Souls, tous les Sekiro derrière. Mais mine de rien, je pense que c'est compréhensible et il y a un lien, tu vois. Le premier marque quand même. Je pense que si on avait commencé avec Dark Souls 2, il se passe un truc quand même la première fois parce que pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas
ces jeux-là. C'est vraiment, comment on pourrait dire, c'est des jeux d'action, aventure, mais qui vous donnent une liberté. Enfin, c'est des mondes semi-ouverts, mais vraiment d'une âpreté extrêmement radicale. Résumé très cryptique. Il y a juste une cinématique d'intro et vous êtes jeté au milieu de rien et démerdez-vous. Mais c'est ça, je pense, vraiment le point, en tout cas moi à l'époque qui m'avait sidéré, c'est qu'à une époque, donc on est à la au début des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, où on nous gave de jeux qui nous prennent par la main, nous tiennent par la main et nous lâchent pas la main du début jusqu'à la fin, avec des conseils, des indications, ah tiens, et si tu allais voir là, et des personnages qui parfois même qui se parlent à eux-mêmes pour vous donner des indications, quoi. Oh, un mur, quelle solution je pourrais trouver donc pour passer à travers ce mur. Bah, Dark Souls, il te balance dans le monde le plus hostile possible et dit démerde-toi, quoi. Oui. Et ça, message, je pense que ça nous a tous. Ouais, voilà, faites ça pour faire des roulades. Maintenant, allez tuer Dieu, quoi. Voilà. Maintenant, démerde-toi, mais même pas. Et on te dit même pas, va tuer Dieu. On te dit, on te met une cinématique, tu comprends rien. On dit, maintenant, bah, vis ta vie, gâche pas la mienne, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, va sonner 2 cloches et tu verras ce qui se passe, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est génial. Ouais, et des jeux aussi, tu as oublié de dire, qui ont une réputation d'être très difficiles. Moi, avec le recul, enfin, c'est même pas moi, c'est tout le monde. Ce sont des jeux, oui, ils sont difficiles, mais c'est pas tant. Je les trouve pas plus difficiles que certains platformers ou autres beat'em all hyper vénères. Je pense que c'est juste des jeux qui demandent beaucoup d'investissement, en fait. Ils te demandent de l'investissement, mais la récompense derrière, c'est que c'est. Pour moi, alors, il y a la récompense de quand tu tues un boss, quand tu progresses. C'est extrêmement gratifiant, ça, on est d'accord là-dessus. Encore que moi, ça soit pas forcément la chose la plus stimulante que je trouve dans les Souls, parce que je trouve que derrière, t'as ce côté grind, ce côté ah ouais, j'ai taffé comme un taré pour y arriver. Alors oui, ça peut être noble par moment, mais c'est même pas tant ça. C'est vraiment le fait que le jeu ne te prenne pas pour un débile, tu vois. Il y a vraiment ça. Il te respecte le jeu, en fait. C'est un jeu où tout compte et le joueur n'est pas passif. C'est-à-dire, Exactement. Et ce qui est récompensé, c'est vraiment ta curiosité. Ça, je trouve ça formidable. Et Dieu sait que moi, je peux, au bout d'un moment, me lasser et ne plus lire les indications, et parce que vous allez glaner des objets, des armes à droite à gauche, et le diable, entre guillemets, se cache dans les détails dans Dark Souls, quoi. C'est en lisant les descriptifs, qui sont parfois très cryptiques, vous allez avoir des informations clés, essentielles sur la compréhension de l'univers. Et le jeu récompense vraiment beaucoup les gens qui s'impliquent là-dedans. C'est un sentiment que je recherche beaucoup, même que ça soit dans d'autres œuvres, mais là, dans un jeu vidéo, on est actif. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, une simple information, le simple fait d'arriver dans un lieu, de d'un coup voir le nom du lieu s'afficher, et le nom du lieu, on en entendait parler un petit peu avant dans les petits détails, de juste voir le nom du lieu s'afficher, on se dit « Ok, mince. Ok, j'en suis à ce stade-là. Ok, mince. Ah oui, d'accord. Là, je suis dans un... Là, j'ai atteint le fond de l'enfer, le fond du panier. » Et ça, moi, c'est souvent, même que ce soit dans une ligne dans un livre ou une petite scène dans un film, etc., ça va être ce petit moment où d'un coup, on a vraiment peur. Mais vraiment peur dans le bon sens. C'est-à-dire parce que là, on touche à quelque chose de divin où d'un coup, l'univers en question, il prend une étendue extraordinaire par juste un petit détail que d'un coup. Ça va être, comme je dis... Il y a ça dans beaucoup de Souls. Dans le premier, il y a un moment comme ça, mythique, où tu te dis ah voilà, j'arrive un peu au bout, et là, paf, et t'as un truc énorme qui arrive devant toi, tu fais mais c'est pas possible, en fait, j'étais qu'au début du truc, et c'est terrifiant. Et du coup, ça induit autre chose, et qui est quelque chose aussi qu'on avait un peu oublié au moment où Dark Souls est arrivé, c'est à quel point la narration, je crois qu'il me semble qu'on appelle ça la narration émergente, peut venir du jeu lui-même, non pas par l'histoire qui t'est racontée à travers ce jeu, mais par les histoires de chaque joueur. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup dans le jeu vidéo des années 90. Je pense à des jeux, je sais que c'est un de tes jeux de cœur, Zelda, Ocarina of Time, mais on pourrait penser à plein d'autres jeux d'aventure. Ces moments où on se retrouvait à la cour de récré pour dire ah, et puis attends, il faut que je te raconte là. Mais là, il y a le méchant, il est arrivé, il m'est tombé par-dessus. Tu sais, la colline là-bas, la colline où il y a la tour au-dessus. Puis il est tombé de la tour. Vous voyez ce genre de narration, en fait. Et ça, Dark Souls, c'est tout le temps.
Et vraiment, on se raconte des situations de jeu, vraiment intrinsèquement liées au gameplay, à ce qui nous arrive dans le jeu. Et du coup, se créent aussi des communautés de joueurs naturellement. Et ça, je trouve ça formidable. C'est l'objet d'une thèse, c'est à quel point From Software a compris. From Software, pour ceux qui n'ont pas compris, ce sont les développeurs du coup de tous ces jeux-là. Avec Hidetaka Miyazaki, le créateur fondateur, l'idole absolue, qui ont réussi à créer, à comprendre l'intérêt d'une communauté, quoi. Ils se sont dit, ils savaient que leur jeu était dur, mais ils se sont dit l'entraide, parce qu'il y a une entraide directe dans le jeu, parce qu'on peut s'écrire des petits messages entre les joueurs, c'est une mécanique du gameplay, mais également l'entraide par internet ou par les copains. C'est le cœur du jeu. C'est un des ponts, un des mortiers du jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'où aussi, et je terminerai mon propos là-dessus, si on peut, et Dieu sait, j'adorerais revenir sur Dark Souls, je sais pas de quelle manière, mais en parler. Mais s'il y a bien un truc que j'aimerais témoigner, c'est que il jouit d'une mauvaise réputation entre guillemets sur sa difficulté, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et que j'intimerais n'importe quelle personne disposant du PC en capacité, de la Switch, d'une PlayStation, qu'importe, d'un support qui permette de jouer à ce jeu, même si je vous recommanderais surtout les nouvelles consoles, bien sûr, parce qu'elles vous permettront d'en profiter dans les meilleures conditions possibles, ou un bon PC, mais d'y aller et de ne pas avoir peur d'y aller, et de vous abreuver justement du contenu de créateurs. Tu as très bien parlé d'Al 236, je pense aux guides, aux nombreux guides. Moi, c'est ça aussi, c'est la création de guides, quoi. Quand on était gamin sur les jeux d'aventure, quand on galérait, on allait voir des guides, on achetait Console Plus, ou je sais pas, on achetait des magazines, on allait voir des guides et tout ça. Ou au début d'Internet, ça prenait 8 ans, mais on allait se trouver des guides. Bah là, maintenant, il y a des générations entières de youtubeurs qui ont fait des tonnes de contenu pour vous aider, qui vont pas vous gâcher le jeu. En fait, la première fois que tu le fais, je trouve ça même très cool d'y aller, de s'aider comme ça quand on peut, de poser des questions aux potes qui l'ont déjà fait, et vous allez prendre un pied de dingue, quoi. Enfin, vraiment, c'est des jeux merveilleux, quoi. Bon, du coup, en fait, on a fait un épisode sur les jeux From Software, en fait. On a un peu dérapé, quoi. Donc ça, c'était pour Dark Souls 1. On a oublié Demon's Souls, donc on l'attaque là. Voilà, ça c'est une Saint-Valentin de bonhomme, ça. Voilà. Ça, hein, voilà, tu vois. Ouais, écoute, From Software, le romantisme, évidemment, hein, je pense que c'est clairement ça, quoi. Oh voilà, on a un peu trop digressé là-dessus, mais... Écoute, c'est un épisode sur nous, donc je pense que ça en raconte sur nous. C'est vrai. Là, on va terminer, mais tu as mentionné Ocarina of Time, il y a mon petit cœur qui s'est lancé. J'espérais une question sur Ocarina of Time. Il faudrait que j'en parle un jour, mais... Non, mais je comprends, tu t'as préféré... en fait, il y avait une question, je te la pose sans te la poser. Non, Antoine, ne fais pas ça, enfin. Oh, bon, allez, vas-y. Allez. Ton premier souvenir de cinéma ou de jeu vidéo. Mais c'est une question qui, tu vois... Parce que je suis curieux de savoir comment... Plutôt, je devrais te demander plutôt à quel moment tu as su que le cinéma et le jeu vidéo seraient importants dans ta vie, quoi. Ce serait plutôt ça. Et peut-être que là, Ocarina of Time apparaît. Alors, clairement, pour le jeu vidéo, oui. Puisque tu poses la question et que je ne l'ai pas réclamé. Si, en fait, ouais, quand tu me poses la question, c'est quoi le jeu vidéo le plus important de ta vie, tout de suite, sans réfléchir, il y aura toujours Ocarina of Time qui ressortira. Et j'y repense beaucoup récemment. Mais je pense qu'en plus, même chronologiquement, j'avais la Mega Drive, j'ai plein de souvenirs... flou de plein de jeux, mais j'ai eu la 64 que j'ai commencé avec Super Mario 64, mais après il y a Zelda Ocarina of Time qui est arrivé très vite, donc au fin de compte c'est un de mes premiers gros émois vidéoludiques, et vraiment je me rends compte, surtout là j'y repense pas mal récemment, à quel point il a été important, parce que vraiment il y a des trucs dedans. C'est un jeu extraordinaire, quoi, même révolutionnaire pour l'époque. Enfin, je me suis penché sur la question récemment, mais tu te dis que... Sorti en 98, voilà, le premier Zelda en 3D de toute la saga. Tout à fait. Et les gars, ils ont réfléchi la 3D, quoi. Vraiment, ils se sont vraiment posé la question de c'est quoi un jeu en 3D, quoi. Et le jeu, c'est une aventure formidable. Et moi, je me souviens, je sais pas combien de temps j'ai mis pour le finir à l'époque.
Aujourd'hui, on s'y met en 20 heures, c'est plié ou quoi que ce soit. Quand j'ai vaincu mon premier donjon, quand tu arrives la première fois dans la ville, mais ce sentiment tu dis quoi, 98, donc j'allais sur mes 10 ans, j'avais l'impression il est sorti en décembre 98, donc à Noël ça a dû... Ouais, voilà. Mais c'était vraiment, j'ai l'impression que j'ai mis 2 ans à le finir, alors qu'en fait ça devait être moins, j'en sais rien. Mais ce sentiment d'accomplir des trucs gamins, c'était quand j'ai battu mon premier boss, mais je suis allé voir mon grand frère et je jacassais comme une pie, c'est incroyable et tout ce que je vis. La première fois où tu arrives au bourg d'Hyrule, à la grande ville, après avoir traversé l'immense plaine où tu avais l'impression de vivre un open world gigantesque, alors que ça n'est pas tant que ça bien sûr aujourd'hui. Mais et plein d'autres. Non, mais tu le refais aujourd'hui, je le trouve pas déshonorant le jeu du tout. Bien sûr. Genre, mais sans parler des musiques, bien évidemment, quoi. Les musiques le thème de la vallée Gerudo qui a hanté tout le monde, mais plein d'autres trucs. Il y a des. Le ranch long. Le ranch voilà, long, que je trouve très belle. La musique du temple de la forêt qui est hyper badante. Et puis en fait. Je me suis repenché un peu récemment sur son histoire, son analyse. J'ai découvert une super vidéo d'une chaîne qui s'appelle Esquive la boule de feu, qui a fait une vidéo d'1h30 sur Ocarina of Time, très très complète. Et à quel point ce jeu est aussi terriblement mélancolique, en fait. Ah bah, c'est hallucinant. Il a un discours sur la nostalgie et de l'enfance et du passage à l'âge adulte, parce que c'est une des mécaniques du jeu. C'est au cœur du gameplay aussi. Une partie Link enfant et Link adulte. Il y a plein de mécaniques liées à ça absolument formidables, quoi, où il y a et la fin du jeu, en fait, même si t'es content, t'as vaincu le mal, etc., et ben il y a un petit truc hyper mélancolique. Il y a plein de petits discours hyper matures, hyper sombres, alors que c'est avant tout un jeu à la base pour enfants, quoi. Il y a des personnages hyper légers, et au milieu de ça, il y a des thématiques vachement profondes, vachement adultes. Et ben mine de rien, tu vois, je pense que ça a consolidé. Moi qui étais féru d'imaginaire en tout genre, je pense que c'est un jeu qui a pas mal consolidé plein de choses dans ma tête sans que je m'en rende compte, et que je m'en rends compte seulement beaucoup plus tard, quoi. La mélancolie, tu parlais de l'OST, elle est omniprésente dans la musique aussi, je trouve. Bien sûr. Déjà, tu parlais du ranch long, la musique est très triste, je trouve. Tu as aussi ce thème qui n'est pas le thème de Zelda directement, c'est comme Fairy Fountain, je crois, la musique des fées, oui. Tu sais, des fontaines, là, mais qui est déchirante, quoi. Enfin, il y a des... Même si elle est faite sous forme un peu de boîte à musique, généralement dans les Zelda, mais tu peux trouver des versions symphoniques de ce thème. C'est un thème presque de deuil, quoi. Enfin, c'est très triste, je quoi. Parle même pas de sa suite, Majora's Mask. Oh, ouais. Que je n'ai jamais fait, mais qui me terrifiait quand j'étais gamin, quoi. Je l'ai fait, et j'ai pu le refaire adulte sur sa version 3DS. Il y a tout ce principe que la lune va s'écraser dans 3 jours, et puis la lune a une tête horrible, elle te fixe tout du long, c'est horrible. Et puis la musique est très légère et elle devient avec des accords hyper sombres au fil du 3e jour. Non mais vraiment, c'est un jeu pour... encore une fois, on fait ça pour les gamins, mais derrière, il y a une réflexion, il y a un truc très très très... très sombre, très mélancolique, très triste. Alors j'ai vu des analyses comme quoi Majora's Mask est une allégorie du deuil, en fait, quoi, en 5 étapes. Mais il y avait déjà ça dans Ocarina of Time, qui était beaucoup plus classique dans son déroulement. Mais Majora's Mask est un objet vraiment très très singulier, et auquel on pourra en parler des heures aussi, quoi. Mais bref, tu me disais, moi vraiment, une de mes premières... s'il y a un jeu, vraiment, je m'auto-pose la question, enfin, s'il n'était pas là, je ne serais pas le même, c'est Ocarina of Time, sans aucune hésitation pour plein de trucs, quoi. Ok. Bah écoute, on pourrait se poser encore d'autres questions. Moi j'en avais encore un stock, mais on va peut-être songer à conclure. Sur Zelda, je sais pas si on en... Moi, j'aimerais bien en parler, on va voir, parce que vous savez qu'on évite de parler trop d'actualité de temps en temps. Et Dieu sait qu'il y a de l'actualité avec Zelda cette année, puisqu'il y a un nouveau Zelda Open World qui arrive en mai, si je dis pas de bêtises, Tears of the Kingdom. Et je suis turbo chaud à titre perso, quoi. Je je n'attends que ça. Très très curieux de savoir où. Moi,
C'est où juste ça va aller. Ouais. on a eu tellement de déceptions dans tous les gros titres que j'espère juste que ce sera à la hauteur, quoi. Et que... Écoute, Breath of the Wild, donc le premier jeu, le précédent Zelda 3D Open World, pareil, tout le monde a été sceptique, même la presse, dans les premières découvertes du jeu, et puis bah, c'est passé ce qui s'est passé, à savoir, il a juste mis une claque à énormément, je dis pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais à énormément de monde, et qu'il a complètement révolutionné la notion d'open world, quoi, donc... Bon, moi je suis confiant à titre perso, quoi. Quand je vois ce qu'ils ont réussi à faire avec le précédent, on croise fort les doigts. Écoute, c'était tout, je pense qu'on est pas mal. On clôt. On clôt. Pour rendre hommage à Mergreen, d'ailleurs, je lui rends doublement hommage, puisque c'est souvent que Mergreen pose des questions comme ça. Je sais pas si tu te souviens, mais il l'avait fait lors de notre épisode, lors de son invitation pour parler de Casino Royale, et... Je trouve ça super parce que ça permet de découvrir les invités. C'est un format qui est très chouette parce que quand tu entends ces questions, quand tu écoutes un podcast, tu te les poses toi-même et c'est vachement bien. C'est ça. Et je trouve qu'en ce moment, je sais pas si c'est lié au fait qu'on est la trentaine, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre cas, et on voit pas mal ça sur Twitter. Tout le monde aime bien se poser la question, tu sais, juste dites-nous en une photo, c'est quoi le film qui vous a fait ceci dans votre enfance, quoi. Je pense qu'on a une période de notre vie, on se pose beaucoup en tout cas pour ma part, je découvre quelques nouveaux trucs, bien sûr, mais j'en suis à une phase dans ma vie où je refais le match sur plein de films que j'ai vus il y a très très longtemps, voire des fois vraiment que j'ai pas vu depuis gamin, quoi. Et en fait, juste pour me dire, bah tiens, en fait, qu'est-ce que c'était que ce film? Est-ce qu'il m'a vraiment plu? Ça m'avait fait peur, mais voilà. Et mine de rien, je pense que c'est un truc qui nous travaille beaucoup, nous autres de notre génération, on va dire. Voilà, est-ce qu'on a atteint un moment en fait où on n'est pas, c'est pas qu'on estime avoir découvert suffisamment de trucs, mais c'est que on sait ce qui nous plaît, on sait ce qu'on aime, et en fait d'un coup on se dit mais tiens, j'ai beaucoup avalé de trucs, est-ce que maintenant je vais pas un peu revoir, en fait en tout cas pour ma part, quoi, est-ce que je vais pas un peu refaire le match avec certaines œuvres, quoi. Ouais, il y a de ça, et il y a refaire le match. En tout cas, moi, on en a souvent parlé au moment de parler du podcast et de la direction qu'on voulait lui donner, mais il y a aussi cette volonté de contrecarrer un petit peu une course, une fuite en avant des sorties jeux vidéo et cinéma, quoi. Et c'est vrai, moi, ça te rejoint un petit peu, ça rejoint un peu ta démarche, mais plutôt que de redécouvrir, c'est aussi découvrir des choses à côté desquelles je serais complètement passé. Et il y en a des paquebots entiers, que ce soit en cinéma, en jeux vidéo, en littérature, je ne t'en parle même pas, en musique, mais je trouve que voilà, aujourd'hui on fait parfois des tonnes, ça parle, surtout avec les caisses de résonance majuscules que sont devenus les réseaux sociaux sur les dernières années. Il y a des épiphénomènes dont on se contrefout au bout de 3 semaines, mais qui nous monopolisent du temps, vraiment du temps, de l'énergie, alors tu vois, tu me citais les séries HBO qu'on 20 ou 20 ans maintenant, voire un peu, non, si, ouais, 20 ans au moins. Voilà, je préfère me concentrer à essayer de voir ça plutôt que, tu vois, de réagir à je ne sais quelle polémique ou œuvre qu'on aura peut-être malheureusement oublié dans très très peu de temps. C'est ça, tu prêches purement un convaincu là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que il ne faut pas découvrir de nouvelles choses et ne pas aller au cinéma ou jouer à des nouveautés. Bien sûr, même lire à fond, etc. La question se pose pas. Mais c'est juste comme tu dis, on est noyé en permanence de la nouvelle truc, du nouveau machin et de la chose qui fait sensation, mais qui tombe complètement dans l'oubli dans 2 semaines, quoi. Donc non, c'est bien de... tu vois, je sais pas si tu sais, dans notre épisode sur Journée, j'avais parlé de ce livre avec les derniers baleiniers en Indonésie qui font qui font des conseils sur la plage. C'est-à-dire que c'est une tribu de chasseurs cueilleurs, et il y a la modernité qui arrive, j'ai fait vite, et les anciens se posent des questions, est-ce que c'est vraiment une bonne chose et tout, parce que la modernité est plus une succession de bons succès, une suite de bons successifs plus qu'un processus bien réfléchi. Et en fait, au bout d'un moment, ils se font des conseils sur la plage, ça s'appelle, ils se disent, bon,
les gars, 2 secondes, est-ce que ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous, etc., machin, etc., tu vois. Moi, je pense que, tu vois, un bon conseil sur la plage, quand TikTok est arrivé, ça aurait pas été de trop, tu vois. Bref, voilà, c'est le moment. En fait, c'est notre antenne sociétale, ce DRS, quoi. Mais c'est ça. de juste s'hydrater 2 secondes, ok, ça c'est intéressant, les gars. Est-ce qu'on peut discuter, savoir qu'est-ce que ça va faire, est-ce que ça va être bien ou pas, tu vois. Et bon, je parle dans l'idéal, quoi, mais... Ok, ce film vous passionne très bien, mais connais-tu le professionnel de Georges Lautner? Non, mais faire attention faisons des conseils sur la plage. C'est le nom de notre prochain podcast, le conseil sur la plage. C'est ça. Mais en tout cas, bah voilà, on va terminer là-dessus. Merci infiniment. On espère que ce format, un petit peu atypique, vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de tenter ça. Je sais pas toi, Stéphane. Format, on est tranquille, quoi. Mais ouais, et puis bah ça fait voilà, c'est aussi dans la logique de préciser, de se préciser un petit peu. Préciser notre pensée, et puis bah aussi de préciser un petit peu qui on est, de se présenter encore une fois. Et dites-nous si ça vous a plu. Ouais. Pour éventuellement un tome 2 un jour, quoi. Un tome 2 avec vos questions, les foires aux questions, c'est ça que font les youtubeurs célèbres, n'est-ce pas, les influenceurs. Non, mais blague à part, oui, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, et puis de toute façon, sachez que bah déjà, on vous remercie vraiment, puisque 1 an, non pas encore une fois l'anniversaire, non pas de la sortie, mais de fabrication, et des retours super positifs, et des gens, moi vraiment, hein, pour être tout à fait honnête, on soupçonnait pas forcément ça du tout quand on a commencé à parler de ce podcast, et ça nous touche beaucoup de voir que la démarche avant toute chose, et ce qu'on essaye de proposer vous plaît, et aussi pour vous tenir au courant que les choses avancent, et qu'il va y avoir on espère de très belles choses pour cette année, des choses arrivent, quoi. On a fait le tour. Hubert, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Antoine, merci pour ce moment humain. Merci à tous, et à très bientôt. À très vite.